Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle pierre à l'édifice du programme des cités des métiers et des compétences. C'est le sujet que nous discutons ce soir dans cet épisode Question d'actu. La formation professionnelle constitue un levier essentiel à la condition toutefois qu'elle fasse l'objet de toute l'attention requise et qu'un contenu et un statut nouveau lui soient accordés en tant que filière prometteuse. C'est un extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI prononcé à l'occasion du 65e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. C'était le 20 août 2018. Un an plus tard, le souverain a une nouvelle fois fait référence à l'importance de la formation professionnelle pour la qualification des jeunes Marocaines et Marocains, notamment en milieu rural. Grâce à une insertion professionnelle réussie, ces jeunes deviendront productifs et contribueront au développement du pays, pour reprendre les termes du souverain. Entre ces deux discours, et bien plus précisément en avril 2019, la feuille de route 2023 pour le développement de la formation professionnelle est présentée devant le souverain par la directrice générale de l'OFPPT, Loubna Trécha, avec au cœur de cette stratégie ces fameuses 12 cités des métiers et des compétences. Et hier, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a inauguré la Cité des métiers et des compétences de la région Rabat-Salé-Kénitra. C'est la 4e cité des métiers et des compétences à ouvrir ses portes pour accueillir les jeunes en formation après celle de Souss-Massa, de l'Oriental et celle de l'Ayoun Saqiya al-Hamra qui ont démarré la formation. On va en parler en détail dans quelques instants. À noter pour cette cité des compétences et métiers pour la région de Rabat-Salé-Kénitra, 6 pôles sectoriels, dont celui de l'industrie. Nous allons en parler en détail aussi dans cette émission. L'offre de formation est diversifiée et surtout tournée vers les nouveaux métiers. Nous en parlons ce soir en compagnie du directeur de communication de l'OFPPT, Youssef Chérif. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci pour l'invitation. Marhaba. J'ai également le plaisir d'accueillir le président de la FENELEC, Ali El-Harti. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, de répondre à nos questions. Alors, un constat d'abord, le besoin est là. Il y a beaucoup de jeunes, notamment des NEET, qui ne sont ni en formation, ni en éducation, ni suivent un cursus éducatif. Beaucoup de ces jeunes Marocains. Alors, avec cette inauguration, comment cette nouvelle structure, Youssef Chérif, répond à la demande de la région de Rabat-Salé-Kénitra? Puis nous élargirons le débat sur les autres régions du royaume. Très bien. Donc, permettez-moi d'abord de revenir un peu sur la dynamique qui a été amorcée par Sa Majesté le Roi en 2018, comme vous venez de le dire, en appelant à une refonte de l'offre de formation professionnelle pour qu'il s'adapte à la réalité économique et à la réalité de l'entreprise, en appelant également à la mise en place d'un système d'orientation précoce pour aider justement les jeunes à mieux s'orienter. À ce moment-là, donc, une commission a été nommée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour travailler sur une nouvelle feuille de route de la formation professionnelle qui a été présentée devant Sa Majesté en avril 2019. Donc, cette feuille de route a pour épine dorsale le programme des cités des métiers et de compétences. Donc, en plus de la modernisation des espaces pédagogiques et la refonte de l'offre de formation, un nouveau modèle pédagogique, un système d'orientation précoce pour aider les jeunes à faire les meilleurs choix. Et depuis, nous avons démarré le travail pour mettre en place ce programme des cités des métiers et de compétences, qui sont des établissements nouvelle génération et qui vont constituer une locomotive qui va attirer vers le haut l'ensemble du dispositif de formation professionnelle. L'objectif n'est pas d'avoir un système de formation professionnelle ou un dispositif de formation professionnelle à 2 vitesses, mais créons d'abord la locomotive qui va tirer le tout vers le haut. D'ailleurs, tout ce que nous développons dans le cadre des cités des métiers et de compétences, il bénéficie à l'ensemble du dispositif de formation professionnelle, que ce soit l'offre de formation, l'ingénierie, le nouveau modèle pédagogique, les outils qu'on est en train de développer, tout profite à tout le dispositif sur tout le royaume. À aujourd'hui, hier c'était le lancement de la 4e cité,
Donc, nous avons démarré celle de Rabat, celle de Tanger, de Souss-Massa. Celle de Souss-Massa, de Laayoune et de Nador. Et donc, hier, c'était la 4e qui a vu le jour. Donc, ces cités de métiers et de compétences ont été pensées pour s'intégrer dans l'écosystème régional et pour répondre d'une manière précise aux besoins des acteurs régionaux. D'accord. Je vous laisse finir peut-être. Oui, d'ailleurs, l'offre de formation des cités des métiers et de compétences a été pensée dans une démarche d'intelligence collective et de co-construction, donc en mobilisant tous les acteurs. Nous avons créé 17 commissions sectorielles, une commission par secteur, donc qui regroupe les professionnels du secteur, la CGM, les départements ministériels concernés, et les entreprises de référence du secteur pour justement prendre l'offre de formation, l'analyser, la diagnostiquer, voir quelles sont les filières qui ne sont plus d'actualité, donc à supprimer, les filières sur lesquelles on ne forme pas et qui n'existent pas, des filières à créer, donc on a créé des nouvelles filières, et aussi des filières dont, c'est-à-dire on a toujours besoin, mais qui ont nécessité une structuration pour s'adapter à la nouvelle et aux évolutions des métiers et des entreprises. Donc cette offre de formation a été et sera déployée selon un nouveau modèle pédagogique, donc un modèle pédagogique qui met le stagiaire au cœur de l'opération de formation, qui prennent l'apprentissage par la pratique, le learning by doing. Plus de 60% des formations ou des apprentissages sont pratiques, notamment à travers le recours à des plateformes d'application. Donc chaque pôle métier est doté d'une plateforme d'application. Les pôles industriels sont dotés d'usines pédagogiques, le pôle tourisme d'hôtels pédagogiques, et ce sont des plateformes grandeur nature, à taille réelle, qui ressemblent vraiment à la réalité de l'entreprise, une ferme pédagogique pour la partie agriculture, et ainsi de suite. Le modèle pédagogique aussi se base beaucoup sur la digitalisation, donc que ce soit en utilisant les digital tools, que ce soit en utilisant les différentes plateformes digitales d'apprentissage, donc notamment pour le digital learning, et aussi les différents simulateurs. Donc, on utilise différents outils de simulation, par exemple le simulateur de soudure, le simulateur de peinture. Donc, c'est-à-dire que là, l'avantage, c'est qu'on peut apprendre par l'erreur, parce qu'on n'a pas peur de faire des erreurs ou de gaspiller des choses. C'est un modèle pédagogique aussi qui met les soft skills et donne une grande importance aux soft skills, plus de 30% des apprentissages, du contenu de la formation, ce sont des soft skills. Et là, quand je dis soft skills, je parle des compétences linguistiques, des compétences comportementales, des compétences numériques et des compétences entrepreneuriales. Et les CMC bénéficieront également d'un système de gouvernance sous forme de SA, donc qui implique dans son conseil d'administration l'État, les professionnels et les acteurs de la région pour pouvoir avoir une certaine agilité et pouvoir évoluer en permanence et s'adapter aux besoins des professionnels. Alors, je voudrais vous interpeller sur deux choses. Donc, moi, je parlais justement parce que le besoin est là. Un jeune sur 4, un jeune marocaine sur 4 entre 15 et 24 ans ne travaille pas, n'est pas à l'école et ne suit aucune formation professionnelle. Donc, il y a effectivement ce besoin. Pour qui sont destinées ces cités de compétences et métiers, et combien, pour le cas de celle de la région de Rabat-Salé, Kénitra, combien de bénéficiaires vont commencer déjà là maintenant avec cette inauguration royale? Eh bien, donc la cité de
Tlemcena. Elle va accueillir, elle offre plus de 3500 places pédagogiques, plus 2 antennes qui vont être rattachées à cette cité, donc qui vont apporter dès l'année prochaine une capacité d'accueil additionnelle de 1000. Donc un total de plus de 4500 places pédagogiques. Alors concernant la population cible, donc, on forme sur 3 niveaux de formation. Donc la qualification, donc un niveau accessible pour le niveau 9e année, ceux qui ont décroché au niveau de 9e année, le niveau technicien, donc à partir du niveau bac, et le niveau technicien spécialisé pour les gens qui ont le bac, pour les bacheliers. Ça, c'est pour la formation diplômante. Nous offrons également de la formation qualifiante, donc qui est une formation de courte durée. Ces formations de courte durée, donc, ils peuvent aller de 3 à 9 mois. Et récemment, et la nouveauté cette année, c'est qu'on a créé des formations qualifiantes de très courte durée. C'est justement pour permettre à des personnes qui ont besoin de mettre à niveau ou de faire évoluer leurs compétences leur niveau sur une compétence donnée. Donc, ils peuvent le faire, mais d'une manière rapide, ils sont en quête, soit ils sont en recherche de travail, soit ils sont en quête de reconversion, ou bien ils veulent se maintenir à jour par rapport à leur pratique métier. Alors, on a parlé des bénéficiaires, quid des formateurs. Qui va former ces jeunes? Alors, qui va former ces jeunes? Donc, nous avons recruté pour la cité de Rabat, Salih Netra, une centaine de formateurs. Donc, ce sont des formateurs qui ont été choisis selon un processus de recrutement rigoureux. Ce sont des formateurs qui ont bénéficié d'une formation, d'une part sur la partie technique, donc c'est-à-dire dans les filières sur lesquelles ils vont enseigner, également sur les équipements dernière génération qu'on a pu acquérir. Et une deuxième partie de la formation a concerné la partie pédagogie, notamment parce que là, on intègre de nouvelles pédagogies, telles la pédagogie active, la classe inversée, en plus de formation en soft skills. Très bien. Et ce qui est important aussi, parce qu'il ne suffit pas de former juste sur le corps de métier, mais aussi de comment se vendre, comment communiquer au sein d'un établissement X, notamment dans les nouveaux métiers. Justement, en parlant de nouveaux métiers, on a parlé maintenant du besoin, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de ces formations. Quid du secteur privé aujourd'hui? On a souvent entendu qu'il y a une adéquation entre l'offre et l'offre du marché et aussi les demandes de vous en tant qu'industriel. Comment ce genre d'initiative, très louable d'ailleurs, c'est une pionnière en Afrique, détrompez-moi, chérie. Oui, absolument. Voilà, c'est une première en Afrique. Comment cela répond-il concrètement à vos besoins en tant qu'industriel? Alors, c'est un débat qui est éternel, c'est-à-dire l'adéquation entre ce que propose aujourd'hui l'OFPPT ou d'une manière générale le secteur académique, les écoles d'ingénieurs, etc., avec notre besoin. Mais laissez-moi vous dire que nous voyons d'un très bon œil tout ce qui se fait aujourd'hui par l'OFPPT, parce que nous, notre principale attente, la Khadija, c'est d'être compétitif. Et comment être aujourd'hui compétitif si nous n'avons pas aujourd'hui des ressources qui sont qualifiées? L'objectif pour nous en tant que privé, c'est faire bien du premier coup, à un moindre coût et à tous les coups. Et donc, si aujourd'hui nous n'avons pas une main-d'œuvre qui est qualifiée, on n'arrivera jamais à être compétitif. Parce qu'aujourd'hui, rappelons-le, que nous ne sommes pas les seuls en Afrique à vouloir être compétitifs. Nous avons aujourd'hui une concurrence qui se fait de plus en plus agressive par des concurrents qui sont habituels, en Turquie, l'Égypte, Tunisie, etc. Nous avons aussi de la concurrence qui nous vient de plus en plus de Chine. Cette fois-ci, ils ont des ressources qui sont extrêmement qualifiées. Et donc, si aujourd'hui, nous avons déjà du mal, nous, en tant qu'entreprise, à être compétitifs quand il s'agit d'acheter de la matière. Si en plus de ça, on doit aussi lever cette difficulté qui est liée à une formation qui n'est pas de qualité, c'est vraiment nous exposer d'une manière très très forte sur un marché qui devient de plus en plus agressif, comme j'expliquais. Et donc pour nous, il est plus que nécessaire aujourd'hui que le Maroc investisse davantage dans l'élément humain,
Donc ce capital immatériel qui fait toute la différence. Et en tout cas, c'est un point de différenciation aujourd'hui qui est énorme vis-à-vis des pays qui sont concurrents. Et donc nous sommes complètement, c'est-à-dire vis-à-vis de l'OFPPT, on a des commissions, nous travaillons ensemble aujourd'hui pour... Vous avez été concerté pour justement le choix aussi des filiales qui sont proposées dans ces cités des métiers et des compétences, le secteur privé. Complètement. Donc vous avez eu votre rapport sur justement les filières qui seront... Nous donnons notre avis, nous avons cet apport. Ça reste quand même assez compliqué parce que, comme vous le savez tous, nous sommes aujourd'hui à la veille d'une révolution qui est très forte imposée par l'intelligence artificielle. Donc il y a pratiquement 80% des métiers qui vont disparaître dans les 20 ans. J'allais vous interpeller sur cela, mais si vous en parlez maintenant, donc, en effet, il y a des questions à se poser quand même. Un exercice d'équilibriste qui est compliqué, c'est anticiper sur quels seront les métiers de demain. Moi, je suis très ravi aujourd'hui de vous annoncer qu'aujourd'hui, dans les CMC, il y a aujourd'hui des filières en intelligence artificielle qui représentent quand même un métier qui est très très fort de demain. Rappelons aussi autre chose, un élément de différenciation aussi très fort, c'est l'âge moyen en Afrique. L'âge moyen en Afrique est de 20 ans, en Europe est de 45 ans. Donc les développeurs de demain en intelligence artificielle seront forcément des Africains. Et donc maintenant, est-ce que ces Africains vont développer de l'Afrique pour l'Afrique, ou ils vont développer des logiciels ou de l'intelligence artificielle pour l'Afrique, mais à partir de plateformes européennes ou asiatico-américaines? Donc tout l'enjeu pour nous, en tant que privé, c'est d'avoir un écosystème qui ferait que ce travail, cette valeur ajoutée, soit vraiment créé à partir du Maroc. Alors juste pour rappeler les pôles, parce que vous avez parlé de ce pôle digital et intelligence artificielle, il y a celui de l'industrie aussi. Donc les différents secteurs, ou en tout cas les différentes filières qui sont reliées à ce pôle. Il y a celui de la mini-chaîne de fabrication de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Cela vous concerne? Complètement. C'est la 6e association de notre fédération, la mobilité électrique. Exact. Et un pôle tourisme et hôtellerie, et on connaît aujourd'hui l'importance qui est dédiée à ce secteur névralgique. Youssef Chekhi, moi je voudrais parce que vous parlez tout à l'heure de ces structures de CMC avec ce comité, enfin, qui seront gérées comme une SA. Quelle est la responsabilité du secteur privé pour donner son apport aussi à la formation de ces jeunes Marocaines et Marocains? Alors justement, l'apport du secteur privé, donc il a commencé depuis la conception de l'offre de formation. Donc ils ont été là dans les commissions sectorielles. Ils ont validé les équipements aujourd'hui, donc ils sont présents dans les différentes CMC. Et ils ont été partie prenante dans la sélection des stagiaires, donc, qui ont intégré les différents CMC. Donc, ils ont assisté aux entretiens d'admission des stagiaires. Et ils seront aussi impliqués dans le déroulement de la formation. Donc, notamment en concertation permanente avec eux. Après, il y a la partie stage et pratique en entreprise, sur laquelle les entreprises auront un apport extraordinaire. Par exemple, les stagiaires peuvent faire un stage dans un hôtel lambda, Absolument. par exemple, pour le tourisme. Je ne parle pas de l'industrie. Absolument. Alors, parlons du tourisme, et on peut élargir aussi aux aides secteurs. Oui. Donc, pour chaque pôle, on a créé une plateforme d'application. Par exemple, pour le tourisme, nous avons un hôtel, si on prend l'exemple de la CMC de Rabat, un hôtel du niveau 4 étoiles, donc, mais à grandeur réelle, où les stagiaires peuvent exercer. Donc déjà, ils sont en stage dans la CMC. Vous avez parlé de la mini-chaîne de production des chargeurs de voitures électriques. Alors c'est une mini-usine, mais à taille réelle, où les stagiaires exercent chaque jour. La ferme pédagogique également. Pour l'agriculture, une crèche pédagogique. Et donc l'idée, c'est qu'on a essayé au maximum d'offrir une expérience d'apprentissage immersif où c'est le learning by doing qui prenne. La majorité des apprentissages se font à distance, mais nous avons toujours besoin que les stagiaires partent en entreprise pour
qu'ils apprennent à connaître ce milieu institutionnel qui est l'entreprise, comment ça fonctionne en entreprise et tout. Je rajouterai que, par exemple, dans le cas d'une usine pédagogique, donc c'est vrai qu'on parle plus de la partie, c'est-à-dire équipement, le processus industriel, mais dans le cas c'est-à-dire d'apprentissage, donc on essaie de favoriser, d'encourager des apprentissages multidisciplinaires. Ça veut dire que des stagiaires de différentes filières, des stagiaires du marketing, du marketing commercial, le commerce-gestion, des stagiaires de la maintenance, des stagiaires de la finance. Et donc, les différents stagiaires de différentes filières pourront donc travailler dans cette usine et pour de la phase conception, production et aussi commercialisation, marketing, etc. Et donc l'idée, c'est un peu ça, de favoriser donc, cet échange et ce travail entre les différentes disciplines. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qui ont été vraiment préétablis pour chaque région, afin de répondre aux besoins de chaque région ? Absolument. Lesquels, par exemple, pour la région de Rabat-Salé? Pour la région de Rabat-Salé, donc, nous avons 6 pôles, à savoir le tourisme, le digital et l'intelligence artificielle, les services à la personne, l'agriculture, le commerce et gestion et l'industrie. Donc 6 pôles. Donc, et pour chaque région, c'est les secteurs qui s'adaptent aux besoins de la région en termes de compétences. Et puis, on a essayé, donc il y a les secteurs donc qui ont été décidés initialement dans le cadre de la feuille de route, mais à la demande de certaines régions, on a dû rajouter certains secteurs. Vous avez parlé de la feuille de route. J'aimerais bien qu'on fasse le point sur cette feuille de route présentée devant le souverain en 2019 par Madame la directrice générale de l'OFPPT, Madame Loubna Trécha. Alors, la feuille de route pour la formation professionnelle, donc, comme je disais tout à l'heure, donc l'épine dorsale, c'est les cités des métiers de compétences, mais elle a prévu d'autres projets, notamment la refonte de l'offre de formation. Et donc, c'est une offre de formation que nous avons co-construit avec les professionnels. C'est une offre de formation qui, aujourd'hui, en plus des CMC, elle est déployée à pratiquement 35% du dispositif actuel. À partir de cette année, on a commencé à la déployer à 35% du dispositif actuel. Cette offre de formation bénéficiera ou bénéficie déjà à pratiquement 45% des jeunes qui sont dans nos dispositifs. Le modèle pédagogique aussi donc, est déployé, à travers lequel on déploie cette nouvelle offre. Il bénéficie à l'ensemble de dispositifs de l'OFPPT. Donc, en parallèle à ça, nous avons mis en place un nouveau système d'orientation professionnelle. Donc, pour permettre aux jeunes, c'est-à-dire avant la formation, avant de devenir stagiaire, donc on les accompagne, que ce soit en termes d'information et de communication, que ce soit donc à travers un nouveau système MyWay, qui est un système d'orientation digital qu'on a mis à la disposition des jeunes. Donc la première étape, c'est de passer un test d'orientation. Donc c'est un test d'intérêt professionnel, donc qui permet aux jeunes d'abord de se connaître lui-même, mais aussi de connaître quelles sont les filières qui s'approchent, ou les secteurs qui s'approchent le plus de son profil. Ça nous change complètement de cette image que nous avions de la formation professionnelle, c'est-à-dire que c'était juste quelque chose pour ceux qui n'auraient pas réussi dans un cursus scolaire, alors qu'en vous écoutant, c'est-à-dire que oui, cela prouve qu'effectivement, le stagiaire est au cœur de la formation, mais pas que. Il y a beaucoup d'anglicismes sur ce que j'ai remarqué de ce que vous proposez dans ces CMC. Est-ce que ça fait partie aussi de ce changement de mindset et vis-à-vis de ces métiers, ou en tout cas de ces lauréats de ces instituts de formation de l'OFPP, relevant de l'OFPPT, mais aussi du mindset un peu anglo-saxon?
Absolument. Déjà, la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a donné ses instructions pour qu'on travaille sur le changement de l'image de la formation professionnelle. Donc pour en faire pas une voie de seconde chance, mais plutôt une voie de réussite et d'excellence. Donc c'est dans ce sens donc, que cette orientation précoce aidera les jeunes à faire le meilleur choix. Donc, il ne faut pas que ça soit... ils ne doivent pas subir la formation professionnelle, mais il faut que ce soit un choix réfléchi et une décision réfléchie d'aller vers la formation professionnelle. Et donc, dès qu'ils sont là, donc ils passent leurs tests. Donc, il y a des conseillers en orientation à travers les centres d'orientation qui sont présents aujourd'hui, que ce soit au niveau des CMC et qu'on a commencé aussi à ouvrir au niveau des différents établissements de l'OFPPT, à ce qu'ils bénéficient des conseils et d'accompagnement de conseillers en orientation pour qu'ils fassent le meilleur choix, le choix qui correspond à leur profil, qui correspond à leurs attentes, et qui correspond aussi à ce qu'ils veulent faire par la suite. Parce que, à défaut de choix réfléchis, parfois on se retrouve dans une formation sans connaître forcément ses aboutissements et ses débouchés. Le système d'orientation ne s'arrête pas à cette phase, c'est-à-dire avant de devenir lauréat ou là, avant l'admission, mais elle va au-delà, c'est-à-dire même pendant la formation, pendant les 2 ans de formation, donc le stagiaire est accompagné pour développer un projet personnel, donc en créant son projet de formation d'abord et son projet de carrière. Donc quel choix il va faire de sa carrière. Est-ce qu'il veut, à l'issue de la formation, continuer ses études? Est-ce qu'il veut aller vers le salariat ou vers l'entrepreneuriat? Et puis on l'accompagne dans tous ces aspects. Et même après avoir eu son diplôme, on continue à l'accompagner pour son insertion. Pour avoir un job, en fait. Absolument. Est-ce qu'il est sûr d'avoir un job, justement? Vous représentez les industriels. C'est plus que certain qu'il a un job. Aujourd'hui, nous avons il y a un besoin qui est énorme, qui n'est pas du tout satisfait. Disons-le, le secteur de l'électricité, que je peux... Oui, parce que vous êtes à la tête de la fédération. FENELEC, absolument. Connaît une croissance qui est très forte parce que l'électricité est complètement transverse par rapport à l'ensemble de l'économie marocaine, que ce soit l'industrie, que ce soit l'énergie, que ce soit le tertiaire ou le domestique. Et donc nous voyons aujourd'hui qu'il y a une très forte croissance dans ce secteur, avec pas forcément on va dire la qualité humaine en termes de normes suffisants pour pouvoir accompagner cette croissance. Si de surcroît nous mettons dans la balance tout le potentiel en Afrique, là clairement nous encourageons vivement ce que fait aujourd'hui l'OFPPT pour qu'il y ait davantage plus de lauréats à nous offrir. Maintenant, je voudrais quand même revenir à une question que vous avez posée à Youssef concernant l'apport du privé. Nous pensons que le principal ou l'apport principal aujourd'hui du privé... de l'adresser à l'OFPPT et pas au secteur privé, mais vous faites bien de compléter effectivement. Absolument, vous avez parlé, Khadija, d'un écosystème conversion d'énergie, ou plus exactement les bornes de recharge. Oui, effectivement, un de nos rôles, c'est de dire, voilà ce que seront aujourd'hui les métiers de demain. La conversion d'énergie est clairement un métier de demain. Je m'explique. Nous pensons que l'énergie sera de plus en plus électrique. Donc on aura de plus en plus de voitures électriques, et on aura de plus en plus de l'énergie sous forme électrique. Donc on aura besoin forcément de conversion d'énergie. Quand on parle de conversion d'énergie, c'est chargeur de batterie de véhicules, c'est aussi un onduleur solaire qui va convertir l'énergie en DC, en continu, en alternative pour qu'on puisse la consommer. C'est aussi alimenter les électrolyseurs pour produire de l'hydrogène vert, etc. Et donc il est de notre devoir aujourd'hui d'anticiper avec l'OFPPT, mais avec aussi les autres partenaires, pour dire voilà ce que seront les métiers de demain. Donc de deux, très important pour nous, c'est de mettre sur la table à l'OFPPT des besoins aujourd'hui qui ne sont pas du tout satisfaits. Nous sommes en train de parler d'une très forte croissance en Afrique. Un tiers aujourd'hui de notre chiffre d'affaires dans le secteur électrique part en Afrique. Oh. La moitié des Africains aujourd'hui n'ont pas accès à l'électricité. Donc il y a un boom très fort, il y a une demande qui est très très forte. Les entreprises marocaines sont complètement, on va dire, on est au starting block, on est très bien positionné. D'ailleurs, par l'occasion
La FENELEC préside aujourd'hui la CAFELEC, qui est la Confédération africaine d'électricité, qui regroupe 12 fédérations sectorielles électriques. Et donc, il y a un potentiel énorme en Afrique. On parle de combien de chiffre d'affaires à l'export vers l'Afrique, justement? 70 milliards. Pour qu'on ait une idée un peu sur... 70 milliards de chiffre d'affaires. 70 milliards. Non, 70 milliards pour l'ensemble du chiffre d'affaires du secteur. Ces chiffres, nous sommes en train de les valider parce que nous avons lancé 3 études dans ce sens pour vraiment avoir des chiffres qui sont robustes. Un tiers est à l'export. Et donc, aujourd'hui, il y a une très forte demande de la part de nos homologues africains pour que le Maroc partage aussi son savoir-faire. Que ce soit dans l'expérience du programme d'électrification rurale générale qui a été lancé par l'ONE, mais pas que, aussi dans les mines, avec aujourd'hui, nous avons un champion national qui s'appelle l'OCP, et qui a fait grandir un écosystème qui devient très compétitif, qui est demandé aujourd'hui en Afrique. Maintenant, ce qui nous manque, clairement, c'est que nous n'avons pas assez de lauréats qui sont formés pour l'Afrique. Nous n'avons pas assez de lauréats aujourd'hui qui passent leur stage en Afrique. Nous n'avons pas assez de lauréats qui font des études d'échange en Afrique. Et ça, quand même, c'est extrêmement important. Pour ceux qui ont fait des études à l'étranger, il y a des programmes qui sont très ambitieux, dont le but aujourd'hui est de favoriser une cohérence et une cohésion entre les pays européens ou même asiatiques. Nous devons aujourd'hui faire la même chose. C'est-à-dire que l'OFPPT aujourd'hui, une de nos propositions, c'est qu'on parte davantage vers l'Afrique. Rappelons que l'OFPPT a déjà 8 centres de formation en Afrique. Vous confirmez? Je n'ai pas les chiffres, mais vous êtes avec nous. Donc... C'est des centres de formation donc, qui ont été justement, si vous voulez qu'on revienne sur un peu l'activité de l'OFPPT en Afrique. Donc nous sommes sur 2 aspects. D'abord, nous accueillons des stagiaires africains au Maroc, donc 1 millier de stagiaires donc, viennent chaque année, donc ils suivent leurs études au Maroc. Et le deuxième volet, c'est l'accompagnement des pays africains dans la mise à niveau de leurs dispositifs de formation professionnelle, notamment à travers un diagnostic et puis de l'assistance technique pour la mise en œuvre de tout ça. Et là, je rappelle que l'OFPPT a un statut de développeur vis-à-vis de la Banque islamique de développement, donc qui finance un certain nombre d'activités en Afrique. Justement, pour les centres de formation, nous avons accompagné à la création de 8 centres de formation, donc, qui sont déployés, qui ont été construits en Afrique. Ceci à travers des financements de la Fondation Mohamed VI pour le développement durable. La question que je me pose, parce que là on est en train de parler justement de cette ouverture et qu'effectivement aujourd'hui c'est une mondialisation de la matière grise mais aussi de la main-d'œuvre. Comment s'assurer de garder ces jeunes lauréats de ces centres de formation à Ali Harti? C'est tout le challenge aujourd'hui que se fixe le secteur privé, parce qu'effectivement, vous pouvez former une ressource, et au final, si vous n'êtes pas compétitif en tant qu'entreprise, il partira ailleurs. Alors, dans compétitif, c'est que le coût, pour le coût, ou aussi c'est les conditions de travail? C'est l'entreprise qui doit être compétitive vis-à-vis du salarié. Si un salarié aujourd'hui trouve... Parce que généralement, compétitif, ça veut dire que c'est bon marché. Enfin, entre guillemets. Non, c'est l'entreprise qui doit être compétitive. L'entreprise doit offrir un meilleur salaire que ce que pourrait avoir un jeune diplômé en Europe. D'où l'importance de créer la marque marocaine, Made in Morocco, de plus en plus, pour ramener aujourd'hui, pour qu'il y ait l'investissement de plus en plus dans ce qui appartient au Maroc, donc notamment la marque Made in Morocco, pour par la suite être vendeur et pas forcément consommateur. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont formés pour le métier de l'intelligence artificielle ou d'une manière générale, nouvelles technologies, des logiciels. Nous avons aujourd'hui, entre FENELEC, on va dire Fédération des entreprises électriciennes, et l'APEBI, qui sont dans les systèmes d'information, nous sommes en mesure aujourd'hui de développer des logiciels pour la gestion des réseaux électriques. Donc l'idée, c'est au lieu que ces jeunes travaillent, partent en Europe, au Canada, aux États-Unis, pour développer ces logiciels pour le compte des entreprises étrangères, pourquoi pas le faire à partir d'une plateforme marocaine et que ces mêmes Marocains puissent par la suite eux-mêmes vendre ces produits, ces logiciels à ces entreprises en Europe. Rappelons-le que de plus en plus,
de jeunes aujourd'hui fuient en Europe, fuient les métiers techniques et technologiques. Et donc pour nous, c'est une excellente opportunité pour positionner les lauréats marocains sur des métiers aujourd'hui qui sont plus attractifs pour les jeunes européens. Alors, on a parlé de ces filières et c'est très important aussi de mettre en avant le travail des autres centres de l'OFPPT, mais aussi des autres centres de formation. Quelle complémentarité y a-t-il entre ces différentes offres de formation, Youssef Chérif? Justement, l'offre de formation des cités des métiers de compétences a été pensée en parfaite complémentarité avec le dispositif actuel et en prenant en considération donc, les besoins des professionnels et aussi les territoires. Donc je dois rajouter, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette offre qui a été co-construite avec les professionnels a été aussi concertée avec les acteurs régionaux pour justement donc s'assurer de répondre d'une manière la plus précise possible aux besoins des territoires en matière de formation professionnelle. En parlant de territoire, sur les autres régions, donc c'est la 4e cité des métiers et des compétences qui a été inaugurée donc hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il y a 3 autres. Si vous pouviez nous en parler un peu, est-ce que la formation y a commencé déjà? Justement, donc 3 cités des métiers donc ont ouvert leurs portes cette rentrée. Notamment celle de Souss-Massa, celle de l'Oriental et celle de l'Ayoun Saqi al-Hamra. Celle de Rabat, donc, on a eu l'honneur de l'avoir inaugurée par Sa Majesté hier. Donc 3 autres cités vont ouvrir prochainement. Donc, qui sont en cours d'achèvement, donc notamment celle de Casablanca, celle de Tanger et Bni Mellal. Et puis pour les autres cités, pour compléter les 12, donc ils sont aussi donc leurs travaux de construction. C'est un travail titanesque. Je veux dire, les travaux ont commencé il y a quoi? Il y a 3 ans. Il y a eu le Covid entre-temps. Absolument. Et là, à la fin de 2023, en tout cas, vous avez déclaré, vous avez annoncé la finalisation de 7 CMC. Justement, donc c'était... C'est quand même à applaudir, hein, c'est une prouesse. Justement, c'est un projet super stratégique pour l'OFPPT. C'est une feuille de route donc qui a été présentée devant Sa Majesté. Sa Majesté lui-même a assisté à 3 réunions lors de la préparation de cette feuille de route. Et c'est le fruit d'un engagement inégalé de l'ensemble des personnels de l'OFPPT, mais aussi de l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus. Pour donner l'exemple de la cité de Rabat, donc elle a été c'est-à-dire construite, équipée en un temps record qui est de 22 mois. En sachant les différents contraintes. Entre ces 22 mois, dans ces 22 mois, inclut la période Absolument. Covid. Donc c'est un projet très important et très stratégique pour nous, sur lequel donc, nous avons épargné aucun effort pour faire sortir ces cités des métiers dans les meilleurs délais et bien sûr en parallèle avec les différents autres projets de la feuille de route de la formation professionnelle. Un dernier mot peut-être par rapport à ces formations. Donc, il y a toutes les formations qui vont commencer, c'est-à-dire les formations de courte durée, celles diplômantes et celles de quelques mois aussi. Oui, absolument. Les formations qualifiantes. Peuvent être de quelques mois comme de quelques jours. Je rajouterai aussi que pour la première fois, ces cités de métiers et de compétences, ils sont dotés, c'est-à-dire de structures dédiées à la formation continue en entreprise. Donc chaque cité elle a son propre catalogue de formation continue à offrir aux entreprises, c'est-à-dire pour les salariés qui sont en activité pour accompagner les entreprises dans la mise à niveau de leur capital humain. Une question se pose. Alors, qu'en est-il des jeunes du monde rural?
Est-ce qu'il y a un ciblage spécifique à ces jeunes-là? Absolument. Alors justement, les cités des métiers de compétences, et là, vous me donnez l'occasion de parler d'un des espaces importants des CMC, qui sont les espaces de vie. Donc chaque CMC est doté d'espaces de vie, notamment une maison de stagiaires. C'est un internat? Internat, donc avec de la restauration, des espaces de rencontres, des terrains de sport. Donc l'idée, c'est de créer un environnement donc, favorable à l'épanouissement des stagiaires. Et donc, pour les gens qui viennent de régions lointaines, les stagiaires, donc ils pourront, c'est-à-dire ils ont une possibilité d'être hébergés et de bénéficier de ces espaces de vie au niveau et même pour les campagnes de communication que nous menons pour recruter les stagiaires. Donc nous allons même dans les localités rurales pour justement informer et sensibiliser. Donc c'est ça en fait, c'est la proximité, c'est de cette proximité que je faisais allusion, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers ces jeunes-là pour les recruter Justement, donc dans le cadre de notre campagne, des dernières campagnes d'admission, donc on a fait des activations terrain dans le monde rural aussi pour sensibiliser et inciter ces jeunes à venir s'inscrire dans la CMC de Rabat. L'OFPPT, la FENELEC, c'est une alliance de longue date. Absolument. Si, Ali. Absolument. Je pense que nous avons été comme fédération pionnière à établir les programmes avec l'OFPPT. Je reviens à ce que vous avez dit concernant le monde rural. Je salue toutes les forces vives du monde rural parce qu'une bonne partie de l'électrification rurale a été faite par des personnes qui nous venaient du monde rural. Et c'est très important à signaler. Oui. Et ce sont des personnes qui sont d'une intelligence rarissime. Et qui connaissent bien leur région, c'est ça en fait. Et qui sont assez intelligents pour pouvoir eux-mêmes choisir leur destinée. Donc il ne faut peut-être même pas aller les chercher, ils savent exactement quoi faire. Maintenant, il faudrait juste peut-être leur offrir un complément de formation en termes de soft skills. Je reviens à ce que vous avez dit comme la relation avec l'OFPPT et la FENELEC. Alors la FENELEC, elle est là en gestion avec une autre fédération qui est la FIM, d'autres instituts, l'Institut de formation au métier des énergies renouvelables et efficacité énergétique, qui sont, on va dire, complémentaires en formation qui sont proposées par les OFPPT. Ce n'est pas complètement exclu que des fois nous offrons exactement le même programme, mais ça reste quand même une concurrence qui est complètement saine et qui crée de la valeur ajoutée. Alors la FENELEC, comme j'expliquais tout à l'heure, son rôle aussi c'est de proposer des axes de croissance ou les métiers de demain. Et donc nous appelons à développer davantage de métiers, donc tout ce qui est renouvelable, mais aussi un métier qui est un métier d'avenir. Quand vous dites renouvelable, c'est pour quelle région déjà? Parce que là, on n'a parlé que de cette cité de Rabat, Salit et Mitra. Est-ce qu'il y a des régions cibles? Parce que j'imagine, c'est sur cela que j'ai interpellé Séchéri tout à l'heure. Chaque région a sa spécificité, ses besoins et aussi son écosystème industriel, agroalimentaire, d'énergie renouvelable. Nous sommes extrêmement sensibles à ce qui est du développement qui soit fait dans les régions. D'ailleurs, Sa Majesté l'Ainsro nous a fait l'honneur, l'immense plaisir et l'honneur de nous adresser une lettre lors de la première journée nationale de l'industrie qui a été organisée, co-organisée entre le ministère de l'Industrie et de Commerce et la CGEM. Et il a appelé à ce que l'industrie se positionne sur des nouveaux métiers, sur les métiers d'avenir, sur des métiers de souveraineté. Et là, clairement, quand on parle de l'énergie ou de l'eau, ce sont là deux métiers de souveraineté. Pourquoi je dis que nous sommes sensibles? Parce qu'il y a certains métiers aujourd'hui que nous pouvons très bien développer dans des régions qui sont dites moins attractives que des régions comme les régions classiques, comme Rabat ou Casa, exactement, oui. Exactement. Et donc, les métiers des énergies renouvelables, notamment dans tout ce qui est conversion d'énergie, on est sur des métiers à très forte valeur ajoutée et qui peuvent très bien être délocalisés dans des régions du sud, des régions
de l'Est, etc. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui vient en premier? Est-ce qu'il faut développer ces filières d'abord et ensuite développer l'écosystème qui va avec, ou c'est l'écosystème qui ramène ces filières, comme ce fut le cas pour l'automobile ou l'aéronautique? C'est l'œuf et la poule. C'est jamais évident. Maintenant, je salue quand même le grand travail qu'a fait le ministère de l'Investissement en sortant la charte de l'investissement. Et je profite de cette occasion pour dire quand même deux mots. L'État, aujourd'hui, sans plafonner l'aide, peut aller jusqu'à 30% d'aide aux industriels qui souhaitent se lancer dans des nouveaux projets. C'est quand même important. Il y a un sondage qui a été fait et malheureusement, 70% des chefs d'entreprise n'ont pas pris connaissance de cette charte d'investissement. Il est du rôle aujourd'hui de la CGEM et aussi du rôle des fédérations que de communiquer massivement avec nos industriels, avec nos membres, pour leur dire que c'est réel. L'État aujourd'hui, quand il vous propose d'aller jusqu'à 30% de votre investissement, c'est quand même très très fort, ça rend les projets complètement bancables. Mon message est très clair pour les chefs d'entreprise. Il faudrait aujourd'hui s'intéresser davantage à ce que propose aujourd'hui cette charte d'investissement qui, pour certaines régions, peut proposer jusqu'à 10%. Et ça reste quand même, ces 10% vont largement compenser tout ce qui est déficit logistique pour des régions aujourd'hui qui sont, on va dire, qui connaîtront forcément un surcoût lié à une logistique en comparaison avec des régions qui sont bien loties en termes logistiques. Je finirai par un sujet qui est très important, c'est le sujet de l'eau. Sa Majesté l'Insro a demandé, encore une fois, à se positionner, à ce que l'industrie marocaine se positionne sur les métiers d'avenir et de souveraineté. Et il se trouve que l'eau, aujourd'hui, est un métier d'avenir, est un métier de souveraineté. Le Maroc, via quoi? Via les usines de dessalement? Exactement. Donc il y a un programme qui est très ambitieux. On est en train de parler de 500 millions à 1 milliard de mètres cubes de capacité à mettre en place. Les industriels marocains sont prêts aujourd'hui à équiper ce genre d'installation? Ils sont demandeurs aujourd'hui. Ils sont demandeurs à faire partie de cette vague d'investissement. Très bien. Combien même aujourd'hui nous n'avons pas les capacités, nous n'avons pas les références, mais l'idée aujourd'hui c'est qu'on ait une capacité qui soit réservée aux entreprises marocaines pour faire leurs preuves, arriver aujourd'hui à développer ce savoir-faire au Maroc. Il y a déjà une entreprise marocaine qui a participé à la construction de celle de Chouka Itbara. Aujourd'hui, l'ensemble des stations de dessalement sont réalisées par les entreprises marocaines. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'engineering. Et l'engineering ne peut pas se développer sans qu'il y ait une confiance qui soit adressée à ces entreprises marocaines. Et étant donné que ce métier est souverain pour le Maroc, mais pas que pour le Maroc. Mais les énergies renouvelables, c'est la même chose. Quand vous parlez de ces chauffe-eau, quand vous parlez des énergies renouvelables, peut-être aussi penser petit, créer de petites structures qui sont à la portée de ces investisseurs marocains, de ces chefs d'entreprise marocains. C'est pour ça que je parlais d'écosystème tout à l'heure. Peut-être que de mettre en place cet écosystème industriel afin d'abriter aussi ces ressources, Inch'Allah, qui sortiront de tous ces centres de formation dont dispose le Royaume. Complètement. Nous faisons aujourd'hui, on va faire notre partie du travail avec la CGEM. La FENELEC adressera une feuille de route à la CGEM concernant des propositions qui sont complètement concrètes. Très bien. Par rapport à des incentives que nous demandons aujourd'hui de l'État. Et en face, nous, on s'engage à des emplois, à la création d'emplois, à la création de richesses. Incentives de quelle nature? Puisque vous êtes là, peut-être que le message va passer à l'État. D'aujourd'hui, une forme de préférence nationale pour permettre aux entreprises marocaines aujourd'hui à avoir accès à ces programmes ambitieux, que ce soit dans le domaine de l'énergie renouvelable ou le domaine de l'eau. C'est l'application de la loi, tout simplement, celle qui concerne la commande publique. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de références qui sont exigées aux entreprises marocaines. Et les entreprises marocaines n'ayant pas ces références, des fois, peuvent être exclus. Il faudrait que, en tout cas, il faudrait qu'on travaille ensemble. Voilà, qu'il y ait concordance et qu'il y ait aussi le savoir-faire, mais je ne doute pas du savoir-faire du Made in Morocco que vous défendiez d'ailleurs tout à l'heure. Quand il y a de l'intérêt, même quand on n'a pas le savoir-faire, nous sommes capables d'aller aujourd'hui chercher ce savoir-faire et capitaliser dessus. Donc c'est une question de confiance. On a besoin de confiance. Voilà, c'est une question de confiance. Un dernier mot, Youssef Chikri. Donc, 3 nouveaux centres qui vont ouvrir avant la fin de l'année. Et pour terminer, les 12 régions, c'est pour l'horizon. Pour terminer, c'est l'horizon 2024-2025. Inch'Allah. Inch'Allah. J'aimerais bien rebondir sur ce que disait Seherti, pour dire qu'aujourd'hui, l'OFPPT, il travaille en parfaite concertation et en toute
intelligence collective avec les professionnels. Oui. Donc justement, pour avoir une offre de formation qui s'adapte à la réalité professionnelle et pour accompagner les différentes stratégies économiques et d'investissement du Maroc. Donc c'est justement pourquoi nous sommes allés vers des cités des métiers de compétences à caractère régional pour répondre à la réalité de la région, des cités des métiers de compétences qui ont donc une gouvernance sous forme de SA pour offrir l'agilité. Pourquoi cette gouvernance en SA? Déjà pour avoir les professionnels dans le conseil d'administration, ce qui les responsabilise et ce qui leur donne la possibilité de contribuer, de décider dans les filières que nous allons c'est-à-dire mettre en œuvre. Et également, ce statut de SA nous permet d'avoir plus de facilité pour s'adapter à ce marché de travail en perpétuelle évolution. Mais vous assurez quand même que même après la fin du cursus, vraiment pour terminer, parce que le temps de l'émission est écoulé, vous assurez quand même à ces jeunes qu'ils vont effectivement décrocher un job parce qu'il y a cette contribution du secteur privé. On ne peut pas dire assurer, c'est-à-dire aux jeunes qu'ils vont, parce qu'à 100%, parce que c'est c'est pas une équation évidente. Mais nous donnons à ces jeunes donc, une formation de qualité, donc une formation qui correspond aux besoins du marché de l'emploi. Nous leur offrons des soft skills, donc qui leur permettent d'avoir des compétences et d'évoluer, de s'intégrer facilement dans le monde du travail, de créer leur entreprise ou d'évoluer et de suivre les évolutions du marché de l'emploi. Maintenant, la création de l'emploi, ce n'est pas l'organisme de formation qui crée l'emploi, mais c'est l'économie, c'est le marché du travail. Et c'est important que vous souligniez le volet entrepreneuriat, parce que pas tout le monde va finir en entreprise. On peut être stagiaire et lauréat d'un centre de l'OFPPT et créer justement de la valeur et créer son entreprise. Et justement, c'est dans ce sens qu'on a créé le programme d'innovation entrepreneuriale qu'on a développé avec l'UM6P et qui permet aujourd'hui aux stagiaires, dès qu'ils arrivent à l'OFPPT, dès leur première année, donc à ce qu'ils rentrent dans ce programme d'innovation entrepreneuriale, donc une phase d'acculturation, sensibilisation, dès les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, c'est-à-dire à l'OFPPT, donc ils commencent à envisager une autre possibilité de carrière, mis à part le salariat. Et puis, ce programme permet aussi d'approfondir un peu les outils et comment développer leurs projets et développer leur business plan. Il va jusqu'à, c'est-à-dire à la fin. Donc, on arrive jusqu'au studio d'expérimentation des projets. Et puis, les stagiaires pourront sortir c'est-à-dire au moment de leur c'est-à-dire diplomation avec un projet de création d'entreprise. Merci beaucoup Youssef Chekhi, merci Ali Harti. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir participé à ce débat. J'ai commencé par un extrait d'un discours du souverain, je vais finir avec un autre extrait qui est très parlant d'ailleurs. Je cite: l'obtention du baccalauréat et l'accès à l'université ne constituent pas un aboutissement en soi. Ce qui importe vraiment, c'est d'acquérir une formation qui ouvre des perspectives d'insertion professionnelle et de stabilité sociale. Fin de citation. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à tous.